Ça a été une étape où ça a bagarré quand même durant toute la journée. Mais ça fait partie maintenant du décor, ça fait partie du Tour de France. Il faut des étapes de sprinteurs, comme il faut des étapes qui favorisent les grimpeurs. Gros plan sur Alberto Contador. Ce matin, avant le départ, dans la ville d'Épernay, eh bien, Alberto Contador est allé dans le bus de l'équipe Radio Shack. Il a perpétué une tradition, en tout cas, qu'avait instauré notamment Greg LeMond lorsqu'il a gagné le Tour de France, ou encore Touruchoft lorsqu'il, lui, a gagné le maillot vert comme l'an passé. Et donc, cette année, eh bien, Alberto Contador avait décidé d'offrir, lui, le vainqueur du Tour de France 2009, avait décidé d'offrir à chacun de ses coéquipiers sur le Tour l'an dernier une montre, ainsi qu'à son directeur sportif, à l'époque, Johan Brunel. Et donc, comme il n'avait pas encore pu le faire, peut-être qu'il n'avait pas non plus encore reçu les montres qu'il avait commandées, eh bien, Alberto Contador, ce matin, est allé donc offrir une montre à Johan Brunel, le manager de la Radio Shack, et à Lance Armstrong. Mais alors, pas de chance. Au moment où Alberto est allé dans le bus, Johan Brunel était en place, pas Lance Armstrong, parti signer la feuille de départ. Et je ne sais pas si les deux hommes se sont vus. Tiens, j'ai demandé à Laurent Belès s'il a un tout petit peu plus d'informations sur ce qui est une anecdote, mais un geste que je trouve agréable et sympathique. Vous voulez que j'aille demander l'heure à Lance Armstrong? On va peut-être me le donner, je sais pas, mais en tous les cas, non, on va se renseigner, mais on n'a pas vu Lance Armstrong. On vient d'être dépassé par Clauden, et Clauden, pour compléter l'information que je vous donnais la dernière fois, Clauden s'est arrêté pour une petite escale technique, et Clauden, il ne remonte pas les bidons cette année. C'est donc qu'on compte sans doute sur lui dans l'équipe Radio Shack, Contador, Armstrong. Pour l'instant, il y a un tout petit peu de temps entre eux. C'est une histoire de temps, de toute manière, entre eux sur ce Tour de France. Tiens, arrêt là de Simon Guérand sur la droite. Il avait un problème de selle, mais je ne peux pas vous dire si Lance Armstrong a récupéré sa montre. On va aller à l'information et on essaiera de vous donner ça. Pour parler de Lance Armstrong et de signature, au départ des étapes, tous les jours, il y a un protocole avec un contrôle de signature pour que tous les concurrents valident leur départ. Bien sûr, certains sont parfois en retard, et donc dans ce cas-là, et on leur inflige une petite amende. Et bien, Armstrong a été le seul hier à ne pas signer cette feuille, donc peut-être qu'aujourd'hui il souhaitait tout simplement s'assurer d'arriver au contrôle de signature avant qu'il ne ferme. 100 francs suisses, c'est la monnaie d'échange pour l'Union cycliste internationale. Ça va pas lui faire trop mal au budget. Non, je pense qu'il va s'en sortir. Ça fait 10 petits bracelets. Jaune. Il était un petit peu grognon, je l'ai trouvé sur son visage. On l'a vu plusieurs fois avec nos motos, nos caméras, et à qui ne manque jamais rien. Et c'est un bel exploit quand même, parce que ça vous paraît simple de regarder, d'être tranquillement installé chez vous, à nous écouter, à regarder le Tour de France. Et croyez-moi, c'est une sacrée performance technique, d'abord d'être ici, que tout marche, parce qu'hier soir, eh bien, les camions étaient encore à Reims, donc il faut quand même arriver ici à Montargis, tout monter. Et puis sur la route, il faut que ça arrive. Il y a une sacrée performance technique de tout le monde. Alors, vous allez me dire, c'est votre boulot, c'est vrai, mais grand coup de chapeau quand même à tous ceux qui arrivent à temps, qui sont à l'heure, qui surtout nous permettent de vous retransmettre le plus beau feuilleton de l'été. Tiens, il y en a un qui regarde la télé. Bon, je ne suis pas certain qu'il avait envie de la regarder où il est, mais on va lui faire un petit coucou. Oui, je fais un gros bisou à Jules qui se fait opérer cet après-midi d'une crise d'appendice. Voilà, il nous suit régulièrement. Il a plein d'ailleurs de coureurs qu'il aime beaucoup, notamment Cancellara et son maillot jaune. Il ne verra pas l'arrivée cet après-midi, mais bon, on le retrouvera demain. Jules, on va motiver Papa Laurent pour qu'il te ramène un maillot jaune dédicacé par Fabian Cancellara. C'est pas simple, ça n'est pas une aventure facile, mais bon, on connaît votre talent, et puis surtout, c'est la promesse qu'on fait à Jules. Bon courage, c'est pas très grave, mais bon, il faut y aller. Allez, Gérard Rolls, l'appendicite, vous l'êtes toujours, vous? Non, si je l'ai gardé, pardon, je l'ai gardé. J'hésitais. Il est dans un bocal? Non, je l'ai gardé. Et moi, je vais avoir une petite pensée pour Roger Leget, tiens. Roger Leget, qui l'ancien directeur du Crédit Agricole, et qui a eu la bonne idée d'être le parrain de la course sur le circuit du Castellet du mécénat chirurgie cardiaque, et qui, alors qu'il ne s'était jamais cassé la jambe, jamais gravement blessé en course, et bien là, il s'est cassé la jambe, et enfin, il peut poser le pied par terre. Voilà, pour Roger.
Donc je suis juste derrière les 3 échappés, Gérard, Thierry Laurent. Gérard, Voilà, eh bien, derrière les... Oui. calez-vous bien. Vous irez dire bonjour de notre part à Claire Pedrono qu'on vient de voir à l'écran, qui est l'ardoisière du Tour de France. Mais avant, Jean-Paul s'exprime. Oh, simplement un petit château qui s'appelle le château de Ferreux et qui date du 19e siècle. Et ce petit château est à présent une maison de retraite. Moi, je m'attendais à un moment hyper important et tout, Jean-Paul. Bon, c'est un petit clin d'œil, mais on visite la France et donc depuis 2 jours, c'est aussi le Tour de la France. Allez, Gérard, je reviens vers vous pour des choses très sérieuses parce que l'écart diminue. Hein. Mais il a dit ça pour moi ou pas en parlant de maison de retraite là? Oh, Non, comment j'ai vous dit êtes ça. susceptible Non, alors. non. Oh là là. J'ai dit ça simplement parce que nous étions sur la commune de Chancenay, où vous étiez tout à l'heure. Dans 20 ans, oui, dans 20 ans seulement, dans 20 ans. Les trois échappés, donc, les 3 échappés avec un écart, c'est vrai, qui commence à diminuer. 2 grands, 1m89 et 1m81, c'est-à-dire Jürgen Van de Waal de la Quick Step tout en bleu et José Ivan Gutiérrez de la Caisse d'épargne avec un maillot d'ailleurs qui est beaucoup plus jaune et orangé, on va dire, que les autres années. 1m80 et puis Gutiérrez, on le sait, c'est 22 victoires, hein, Thierry. Et puis le Français, lui d'une taille moyenne, 1m73, en 2e position là en ce moment, Julien Elfarès de Manosque, avec, on pourra le remarquer sur les images, un genou gauche écorné, un genou gauche égratigné pour Julien, là qui est tombé au cours de ces dernières étapes. Un bon rythme, et puis je vais pas, là évidemment, on ne peut pas l'oublier tout de suite pour ma première intervention comme ça sur la moto avec Joël Chary, la chaleur, la canicule, pas un pet de vent, pas un gramme de vent, pas une petite brise, à peine, on va dire, allez, une toute petite brise là pour rafraîchir cette traversée de la Brie champenoise. Ça va être la chasse à la canette toute la journée. Et en plus, il y a des longues lignes droites. Vous l'avez dit, Thierry, des longues lignes droites ici pour rejoindre Montargis. Et comme on le sait, ce n'est pas favorable pour 3 échappés. La fin est un tout petit peu plus compliquée. La 5e étape de la Marne, en passant par la Seine et Marne, avant de terminer dans le Loiret, ce que nous narrait tout à l'heure Jean-Paul Olivier, avec talent, comme tous les jours. Et le dernier sprint intermédiaire, ce sera à Préfontaine. Le Loiret est un département très intéressant pour ces cultures. Et justement, à partir de demain, nous aurons le concours de la FNSEA. Mais je voulais simplement signaler aujourd'hui que dans le Gâtinais, où nous arrivons, eh bien, on cultive le safran. Le safran est l'épice la plus chère du monde. 150 000 fleurs récoltées, une par une, à la main. Eh bien, cela donne 1 kg de safran sec. Sa culture a été relancée en France dans les années 1980. Et c'est un épice qui parfume aussi bien les plats salés que les plats sucrés. Et on dit d'ailleurs que c'est un élixir à base de safran qui a sauvé Louis XV d'une mort certaine. Un Cofidis à l'avant, Julien Elfarès, et un Cofidis arrêté à l'arrière, changement de roue arrière. Ça ne lui a posé aucun problème, sourire aux lèvres. Le Palois Stéphane Auger est là. Et Laurent Bellet aussi. On vient de le dépasser, Stéphane Auger. Il a eu la bonne idée de crever à l'ombre, ce qui n'est pas plus mal aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En ce qui concerne je sais que vous étiez un petit peu inquiet. Eh bien, Alberto Contador aurait laissé la montre dans le bus pour qu'on la donne à Lance Armstrong. C'est en tous les cas ce que nous a dit Yvon Sanquer. Lui-même, il n'était pas forcément au courant. Et puis, ils ont posé les questions à Alberto Contador directement par les oreillettes. Vous savez, les fameuses oreillettes dont on a tant parlé l'an dernier. Ça sert aussi à ça. Demander si on a bien laissé une montre pour Lance Armstrong pour le travail, entre guillemets, accompli l'an dernier, puisque les 2 coureurs étaient dans la même équipe. Même si, à ce qu'on dit, ils ne sont pas partis en vacances ensemble. Voilà la liste des coureurs. Il en reste 188 sur la route du Tour de France. Le Tour de France s'en va à Montargis. Et nous, on tourne une page de pub. À tout de suite.
Cycling Manager 2010, le jeu officiel du Tour de France. Vivez une extraordinaire nouvelle saison cycliste. Prenez la tête d'une équipe professionnelle et participez à 180 compétitions internationales, dont un grand Tour de France saisissant de réalisme. Pro Cycling Manager 2010, un grand jeu de sport disponible sur PC et PlayStation Portable. Et maintenant, le vainqueur du jour, on l'applaudit bien fort, le sympathique coureur d'AG2R La Mondiale qui nous rejoint. Nos performances sont collectives. AG2R La Mondiale, le contraire de seul au monde. Les machines à laver, je les connais par cœur. Ici, ça tourne, non? Là, la panne arrive. La différence, c'est les calcaires. Et là, c'est Calgon. Pour garder votre machine comme neuve, il faut en prendre soin. Calgon à chaque lavage. Tambour, résistance, pompe. Toutes les parties vitales de votre machine sont protégées du calcaire. Et d'ailleurs, les grandes marques recommandent Calgon. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Sûr de son action, Calgon vous offre 1 an d'extension de garantie pour seulement 4 packs achetés. Hein? Excusez-moi, j'ai une question. Si vous cherchez un expert, allez plutôt chez Tout Faire. Tout Faire Matériaux, gagnez en savoir-faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Arrêtez le temps et gardez vos cheveux colorés comme au premier jour, c'est possible. Nouveau shampoing Color Crystal Gloss de Nivea. Sa nouvelle formule au cristal liquide et filtre UV préserve l'intensité de la couleur et la douceur du premier jour pendant 6 semaines. Nouvelle gamme Color Crystal Gloss de Nivea. C'est l'été. Pas d'effraction, pas de vol. La victime connaissait à coup sûr son agresseur. Bruno Granger a assassiné ma sœur. J'ai jamais tué personne, je te le jure. Ne le laisse plus t'approcher, Léa. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Pourquoi vous protégez ce type? Je ne le protège pas. Il est innocent. Vous pensez que je suis en danger? C'est bien possible. Mort prématurée. Le début d'une enquête. La fin d'un amour. Demain soir à 20h35 sur France 2. France 2, toujours là pour votre fiction. Avec Groupama. Suivez le Tour de France avec les déodorants Gillette. Retrouvez le Tour de France avec Cochonou, fournisseur officiel. Le Tour de France se rapproche de Paris. On ne sera pas très loin, mais après on s'en va. C'est complètement dans l'autre sens, la grande descente vers les Alpes. Oh, Paris, ce sera le 25 juillet prochain. Ils sont 3 en tête. A priori, pas de souci aujourd'hui pour les grands favoris. Alberto Contador en fait partie. Maillot grand ouvert, il fait très chaud sur la route du Tour. Les 3 hommes de tête ont eu jusqu'à 7 minutes d'avance, je vous les rappelle. Le Belge Jürgen van de Waal, José Ivan Gutiérrez et puis le petit Julien Elfares, petit par la taille mais pétri de qualité, genou un peu abîmé. Voilà le champion d'Espagne, double champion d'Espagne sur la route, champion d'Espagne en titre depuis juin dernier, 4 fois quadruple champion d'Espagne du contre-la-montre. Jürgen van de Waal, il a été champion de Belgique, mais chez les juniors champion de Belgique sur route. Et puis on n'oubliera pas que Julien Elfares avait succédé au palmarès à un certain Laurent Jalabert en remportant une étape sur Tirreno Adriatico. Aujourd'hui, on parle de sprint, peut-être, on verra ça, mais ça... oui, ça... Et du coup, on y pense aussi. Il y a une formidable équipe de sprinteurs à la Lamprey autour d'Alessandro Petacchi avec Lorenzo Hondo et Boll. Et puis on va aussi prendre Philippe Lafont, si ça ne vous embête pas, des nouvelles de Damiano Cunego. Filippo. Je vous entends très mal Thierry, mais j'ai cru comprendre que vous vouliez des nouvelles d'un peu toute l'équipe. De cette belle équipe Lamprey qui réalise pour l'instant un très beau Tour de France. Petite information d'abord, on était presque surpris avec Maurizio tout à l'heure de voir une échappée à 3 partir. Maurizio mi ha detto che eri un po' sorpresa che soltanto 3 ragazzi on a été sono andati così de voir da 3 soli coureurs partir seuls comme ça. Un po' più di corridori e finalmente è ancora più facile per loro. Finalement c'est encore Ma plus io facile. pensavo guardando questa mattina un po' l'altimetria della tappa quando abbiamo fatto Ce matin on a regardé l'altimétrie de la course, hein. Pas très haut.
Bon, ça partait un petit peu. Là, le parcours est assez vallonné. Bon. Mais bon, les poursuites sont peut-être difficiles, mais on veut arriver, toute l'équipe veut arriver au sprint. Hein. Et puis toutes les autres formations sans doute aussi. Bon, maintenant on va écouter un peu Alessandro, on l'a écouté, savoir ce qu'il voulait. Però si è fatto male, è caduto. Il si è fait mal Cunego. Com'è? Perché lui lo vedo sempre vedere il dottore, anche alla finestra. Il a vu le docteur et tout ça. Come stai? Ma lui è caduto il primo giorno. Il est tombé le premier jour. Alessandro a Spa e ha fatto una caduta, picchiato un po' la schiena. Et l'épaule, il a eu mal à l'épaule, bien sûr. Però col dottor Guardaccione. Enfin, il a parlé avec le docteur Guardaccione. Sorreggendo bene contro il tapping, dei massaggi. Enfin, ça va mieux, on lui a fait des massages. Cerchiamo di farlo recuperare il più possibile. On le fait récupérer le plus possible hein, pour aider Petacchi, éventuellement. Et alors un altro uomo un autre homme que nous suivons toujours. Siete un po' delusi dell'inizio del tour che ha fatto perché è già lontano la classifica. Ouais, on était un peu déçus de lui. Ma no, con Damiano avevamo fatto avec Damiano, un po' un discorso di lasciare perdere nous la avons classifica, fait visto che dopo il Giro d'Italia le discours de faire une bonne place. un ritiro un po' in altura per preparare. Il est allé se préparer en altitude. Ma con lui abbiamo già pianificato le cose. Mais lui, il avait déjà simplifié les choses. Hein. Il voulait aller dans les échappées pour quelques étapes. Corridori della squadra per riuscire appunto magari a centrare un grosso successo in una tappa alpina o anche in una qualsiasi beaucoup de choses sont arrivées. Si dice maggiormente a lui, insomma, ecco, questa è un po' la situazione di Damiano. La situation de Vediamo Damiano. adesso la settimana prossima, dopo il giorno di riposo, anche magari la semaine prochaine, on va voir un peu ce qu'il va donner. Le sue sensazioni, visto che è un Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Le retour à la compétition, sa blessure qui va guérir. Et il ira dans les échappées peut-être aussi. Vous avez compris que Damiano Cunego n'est pas là effectivement pour viser le classement général, mais plutôt une belle étape, et qui a fait un Giro tout à fait honorable. Voilà les nouvelles de l'équipe Lamprey, dont je pense vous allez entendre parler aujourd'hui, notamment dans le final. Ne vous attendez pas trop à voir les hommes en bleu et rose rouler derrière les échappées. En revanche, à l'approche de l'arrivée, un certain monsieur Petacchi pourrait encore en claquer une, comme on dit. Oui, et ma foi, ils sont fort bien organisés. C'est pas forcément un train rose de la Lamprey, mais il y a une bonne organisation qui a en tout cas désorganisé les autres équipes. Et après, il faut reconnaître que l'ancien Alessandro Petacchi, ancien, il a 36 ans, donc, un petit peu plus vieux que d'autres sprinteurs, même si on est plutôt sprinter sur le tard, reconnaissons qu'Alessandro Petacchi a été très performant. On appelle ça une étape de transition. Êtes-vous toujours d'accord sur le terme? Réponse dans l'après-tour avec Gérard Rolls sur, en ce qui vous concerne, sport.francetv.fr. On va Damiano Cunego, dont on rappelle qu'il a été le petit prince, c'est ce qu'on disait après son titre de champion du monde junior, c'était à Vérone. C'était en 1999, qui a gagné 4 étapes sur le Giro et le Giro en 2004, qui a gagné le Tour de Lombardie 3 fois, qui a terminé meilleur jaune du Tour de France 2006, qui a gagné sur le Tour d'Espagne 2 fois, l'Amstel aussi, qui a terminé 3e l'an dernier de la Flèche Wallonne et du championnat d'Italie sur route. Bref, c'est un garçon plein de talent, brillant comme beaucoup d'Italiens en Italie. Alors on ne parle pas des sprinteurs comme Cipollini et maintenant Petacchi, et qui a souvent eu le rôle un peu d'outsider sur le Tour de France, qui n'a jamais réussi à vraiment l'assumer. Oui, c'est vrai que c'est pas le seul d'ailleurs. Un gars comme Simoni, lui aussi, a remporté le Tour d'Italie à plusieurs reprises et n'a jamais été bon sur le Tour. Il y a pas mal d'exemples comme cela. Les coureurs en Italie axent leur saison en fonction du Giro. Une fois le Giro terminé, ça devient très compliqué pour eux. C'est un peu à l'identique pour nos coureurs français parfois. Voilà, on est à Provins avec cette magnifique collégiale Saint-Kyrias qui est de la fin du XIIe, XIIIe siècle, qui a été remaniée au XVIIe. Et une première collégiale avait été fondée ici. Et puis
Un siècle plus tard, elle était trop petite pour accueillir la communauté de chanoines présents. Alors ici, la nef devait avoir 8 travées, mais seulement 2 seront finalement construites. Et le bâtiment va connaître un incendie dans sa partie haute, et cela en 1662. Et la croisée d'ogives sera alors remplacée par un dôme restauré en 1773, en 1836, mais aussi dans les années 50 pour réparer les dégâts occasionnés par la Deuxième Guerre mondiale. La collégiale Saint-Kyrias. C'est le comte de Champagne, Henri le Libéral, qui va faire reconstruire la collégiale sur des bases plus grandes que la première qui a été édifiée. Et son décès va la laisser finalement inachevée. Alors, il a fallu tout reprendre, mais ça a été repris de manière difficile d'ailleurs, de manière inconstante aussi, il faut dire. Cette collégiale Saint-Kyrias. La ville de Provins se distingue par sa ville basse et sa ville haute, et il y a beaucoup de monuments ici, puisque vous avez l'église Saint-Ayoul avec ici la collégiale Saint-Kyrias, mais vous avez aussi la tour César, une très belle tour qui est le symbole de la ville d'ailleurs au Moyen-Âge, qui est un ancien donjon des comtes de Champagne, qui date du XIIe et qui a servi de tour de guet, de prison, de refuge aussi. Et sur une motte ici restaurée en 1999 à base carrée, avec un étage octogonal, avec ses 4 tourelles d'angle circulaire. Et elle abrite aujourd'hui les cloches de la collégiale. À l'origine, cette tour n'était pas couverte et se terminait par des créneaux. Provins, qui est une puissante place fortifiée au 7e siècle, qui a connu une belle prospérité grâce aux grandes foires qui, 2 fois par an, attiraient les marchands et les pèlerins de l'Europe tout entière. Et dans les personnalités liées à Provins, eh bien, on peut rendre hommage à la mémoire d'Alain Perfit, maire de la ville de 65 à 97, membre de l'Académie française et ministre dans le gouvernement de Georges Pompidou. Voilà, l'église Sainte-Croix, vous l'apercevez aussi. L'église Sainte-Croix, devant cela, l'église Notre-Dame-du-Val. Vous voyez, quand je vous parlais de tous les monuments, là, l'église, la tour Notre-Dame-du-Val, eh bien, reste de l'ancienne collégiale Notre-Dame. Voilà, l'église Saint-Ayoul, une église du XIe siècle et son parfum, et son parvis, pardon, son parfum, certes, il faut parler des roses ici du reste, puisque les spécialités gastronomiques de Provins sont la confiture de pétales de rose, mais aussi l'hydromel. David Moncoutier est né à Provins. Thierry. Exact. Je le confirme. Florent Ouzo aussi. Je le confirme. Ah. Je confirme. Florent Ouzo n'est pas né à Provins. Non. Rassurez-moi. Je sais que c'est un voyageur. Notre chef d'orchestre que vous ne voyez jamais. Et Stuart O'Grady a pris le relais de l'équipe HTC Columbia. Pour l'instant, c'est le retour des coéquipiers avec des bidons. Il fait très chaud, on l'a dit. Du côté de Mont-de-Marsan, on ne voit pas le peloton, on annonce 41 degrés aujourd'hui. Ça commence à faire chaud. Ça va faire chaud du côté de Montauban, par chez vous aussi. Et c'est vrai que c'est important au niveau de la météo de nous avoir annoncé une chaleur caniculaire sur les prochaines étapes du Tour, y compris dans les Alpes, avec des orages peut-être. Bref, on va reparler de la météo, reparler de cette canicule. C'est vrai que cela use les organismes. Certains n'aiment pas la chaleur, ça n'est pas le cas certainement du champion d'Espagne. En ce qui concerne le trio de tête, eh bien, je vous donne leur classement. Le mieux classé, c'est José Iván Gutiérrez. Le champion d'Espagne, il est 50e à 3 minutes 24 de Fabian Cancellara. Il est en 3e position. Pour mener le trio, c'est Julien Elfares. Il est à 7 minutes 32, 92e. Et au milieu, Jürgen Van de Waal, le belge de la Quick Step, il est 120e à 11 minutes 07. Alors c'est assez étonnant parce que José Iván Gutiérrez, qui en est à son 7e Tour de France, on rappelle qu'il a été champion du monde
du contre-la-montre en 1999, c'était chez les espoirs, donc la catégorie des moins de 23 ans. Eh bien, pardonnez-moi, juste une précision, elle avait battu Cancellara chez les espoirs. Précision importante. C'est un spécialiste du contre-la-montre. Il avait terminé 4e du prologue en 2004 sur le Tour de France. Derrière Cancellara et Armstrong, eh bien, il a complètement manqué son prologue dans les rues de Rotterdam. Alors c'est vrai que certains sont partis alors que la chaussée était très mouillée, d'autres humides, d'autres un peu plus sèches. Donc on ne peut pas toujours tirer de conclusion. Mais il n'a terminé que 85e du prologue dans les rues de Rotterdam. À côté de Julien Elfares, eh bien, c'est le deuxième directeur sportif de la Cofidis. C'est Kiki Bernard Kilfen, Gérard. Je suis à côté de lui, nous sommes derrière les échappés, on vient de sortir de Provins. Bernard, d'abord, un petit mot sur Julien. Un petit mot sur Julien, la forme, apparemment la bonne. Oui, la forme est bonne, mais on aurait préféré que Julien soit pas de l'échappée. Parce que bon, on l'avait gardé quand même pour la deuxième semaine. Et puis bon, il s'est trouvé dans l'échappée, puis maintenant, il faut assumer. Habitué à la chaleur, hein. Il vient de Manosque, c'est ça? Oui, tout à fait. Je pense que ça ne le dérange pas, là. Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Bon, et les espoirs, alors? Est-ce que, comme d'habitude, on va dire que c'est pour montrer le maillot ou il y a vraiment un espoir d'aller au bout? Non, je ne pense pas. L'échappée, le peloton derrière à 3 minutes 45, le dernier pointage. Non, malheureusement, c'est voué à l'échec. Bon, les petites nouvelles aussi de Samuel Dumoulin qui a été quand même bien abîmé sur les pavés. Oui, bien sûr, mais Samuel, de jour en jour, le moral, il commence à beaucoup parler à table. Alors je pense que dans 2-3 jours, ça sera fini. Ah, ça veut dire que le moral revient. Le moral revient, oui, bon. Tout à fait. Merci Bernard. Elfares qui est de Manosque, la patrie d'Édouard Falstettner qui avait terminé 2e du Tour de France en 47. Patrie aussi bien sûr de Jean Genot, le poète et écrivain. Un Espagnol, un coureur originaire de Manosque, où il fait toujours beau. Dans le sud de la France, il fait toujours beau. Remarquez, en Bretagne, on dit ça aussi, il fait toujours beau. Vrai. De toute façon, en France, il fait beau, il fait bon vivre en France. C'est le Tour de la France. La France sous la canicule, c'est important. Écoutez, sur ce sujet, Thomas Vauclair, ce matin au départ à Épernay, en compagnie de Jean-René Godard. Cette année, les coureurs cyclistes, on n'a pas eu des grosses chaleurs. Ça arrive certaines années qu'on connaisse les grosses chaleurs dès le mois de mai, par exemple. Là, c'est vraiment sur le Tour de France, enfin depuis le championnat de France qu'on a chaud. Donc, les organismes ne sont pas très habitués. Et c'est sûr qu'entre la même distance, avec le même profil et 20 degrés de température et 35 à l'ombre comme aujourd'hui, c'est pas les mêmes séquelles sur l'organisme, quoi. Donc, ça a l'air de pas être très dur, mais on reçoit, comme on dit. Ah, ça change de ceux qui étaient sur le Tour d'Italie, le Giro, qui ont connu quasiment 3 semaines de pluie. On a vu des étapes sous des trompes d'eau. Il faisait relativement froid parfois. Vraiment, ça a été un Tour d'Italie très difficile. C'est vrai que le contraste est saisissant car beaucoup de coureurs qui sont dans le peloton du Tour de France ont déjà participé au Giro et au Tour d'Italie. Aujourd'hui, première très grosse chaleur. Ça va continuer. C'est vraiment... Alors, certains vont nous dire, mais bon... c'est quand même plus agréable, oui, mais ça a son importance. Hein. Oui, ça a son importance parce que l'organisme est en surchauffe, il y a des dépenses plus importantes. On récupère moins bien aussi après les étapes. Le soir, évidemment, quand il fait très chaud la journée, la fraîcheur revient un peu. Mais malgré tout, le sommeil n'est pas aussi réparateur que quand il fait très frais. Mais c'est surtout au cours de l'étape, pendant la journée, que la température corporelle monte davantage, la sudation est plus importante, les risques de déshydratation sont aussi accrus. Et donc il y a des règles de base à ne pas oublier, bien sûr s'hydrater tout au long de l'étape, régulièrement, avant même de n'avoir soif. Et très certainement que dans les équipes, cette consigne va revenir de façon récurrente tout au long de la journée. Et pour les 3 hommes de tête qui produisent un gros effort, ça va être une journée qui va les marquer. Le profil est quand même assez facile, mais il y a de la chaleur. Et pour valider ce que dit Thomas Vauclair, effectivement, quand il fait très chaud, même si ça a l'air facile, ça les écrase quand même. Alors, on ne va pas ouvrir un débat et loin de là mon idée de critiquer par exemple Julien Elfares, qui est un jeune garçon plein de talent, plein de qualité, mais
Je suis assez étonné, c'était le cas hier avec Nicolas Vaugondi, il y a quelques garçons dans les équipes qui sont attendus pour des victoires d'étape, et Dieu sait si c'est important pour les victoires d'étape sur le Tour de France, ou qui ont un rôle précis dans les semaines à venir. Toujours étonnant de se dire, bon ben voilà, il était devant, il est dans la galère, et à un moment on peut freiner, non, si on sent que ça va partir. Oui, on peut freiner, mais sur le Tour de France, c'est pas bien vu. Hein. Quand on a la chance de prendre une échappée, si c'est pas tombé le bon jour, tant pis. Mais il y a tellement de coureurs qui veulent s'échapper, et parfois pour y arriver, il faut insister à plusieurs reprises dans les premiers kilomètres d'une étape, sans forcément y parvenir, que quand on se trouve dans une échappée, en règle générale, on ne se relève pas. En tout cas pour des coureurs comme Julien qui découvrent le Tour. Bon, contrairement à ce qu'on peut penser, moi je trouve que c'est une bonne initiative. Je préfère un jeune qui part de l'avant, qui n'a pas peur du lendemain, qu'un jeune qui commence déjà à calculer ses efforts, à compter ses coups de pédale. Bon, cette étape, évidemment, elle sera très compliquée pour eux, hein, et cette échappée aura beaucoup de mal à aller au bout pour se disputer la victoire. Mais on a vu hier quand même que bon, il y avait une petite chance, mais ils ont bien géré leur affaire, les échappées d'hier. Et il leur a manqué un final peut-être un peu plus tortueux pour qu'ils ne soient avantagés et qu'ils conservent quelques secondes. Mais ils n'ont pas pu éviter le sprint. Malgré tout, on les a vus. Alors on peut toujours rester dans le peloton en attendant un jour meilleur, mais rien ne dit que dans une étape où Julien Farès aura un profil davantage adapté à ses qualités, et bien ce jour-là, il aura la chance de pouvoir prendre l'échappée. Parce qu'il faut être un peu chanceux aussi pour s'échapper sur le Tour. Voilà, quand c'est parti, c'est parti. Hein. Vous êtes parti aussi. C'est parti, c'est parti. C'est vrai, vous avez raison, le Tour de France est tellement grand, tellement magique, tellement légendaire que quand on peut être devant, eh bien, on n'hésite pas. Et d'ailleurs, Nicolas Vaugondi nous l'a dit hier. Oui, c'est vrai, j'ai fait des efforts. Oui, c'est vrai, peut-être j'ai accumulé un petit peu de fatigue. J'ai généré davantage de fatigue que si j'étais resté dans le peloton. Mais pour le moral, ça m'a fait beaucoup de bien de rouler en tête. Donc c'est important aussi, ça. Le moral, c'est un facteur très très important sur le Tour. Un coureur qui n'a plus le moral, c'est toujours un coureur qui traîne un peu sa misère en queue de peloton et qui tôt ou tard a tendance à vouloir quitter la course. Et Konstantin Ciuciu, le Biélorusse, a repris la marche en avant du peloton. Le rythme autour des 4 minutes. Achetez le livre de Laurent Jalabert. Oui, je vous le conseille aussi, bravo. Vous n'y êtes pour rien, si. Ah mais si, j'ai reconnu, c'est pas votre ancien pilote moto. Ouais. Il me semble que c'était votre ancien pilote moto. Oui, effectivement, ouais, il réside là maintenant et il a fait Ah, je me serais arrêté volontiers si j'avais été en moto, mais là, ça fait un peu loin quand même. Hein. Regardez, 95 km, on ne peut pas être partout. Le vainqueur d'hier. On le salue quand même, André. Alessandro Petacchi. C'est sûr qu'il soit arrêté pour prendre votre livre, mais enfin bon, on va le faire traduire en italien. C'est pas seulement sur votre vie de cycliste. Hein. Alors en ce qui concerne Konstantin Ciuciu, c'est comme avec Sergei Gonchar, qui à un moment s'est appelé Onchar, donc depuis le début de sa carrière il s'appelle Ciuciu. Alors maintenant ça a un petit peu changé. Les U se sont transformés en V, alors c'est beaucoup plus compliqué à dire. Il s'appelle Konstantin Sivtsov. Hein, bon, moi j'ai toujours connu sous Ciuciu, donc on va le garder sous Ciuciu. Remarquez ce matin, il y a une petite polémique, pas si le mot est juste, mais on dit qu'en fait, alors, le passeport d'Edvald Boasson Hagen, c'est écrit que Hagen, donc on devrait l'appeler seulement Hagen. Ça fait depuis qu'il a brillé sur le Tour de l'Avenir, qu'il a gagné le Tour de l'Avenir, qu'on l'appelle Edvald Boasson Hagen. On n'a quand même pas changé, sinon vous n'allez pas le reconnaître. Tiens, il est là. Alors je ne sais pas si on colle à l'image ou si ce sont les coureurs qui collent à nos commentaires. Voilà, on parle de Boasson Hagen, il arrive, c'est tout. C'est bien comme ça qu'on l'appelle depuis qu'il est dans le peloton. Si on commence à nous changer le nom des coureurs, maintenant on s'en sortira jamais. Hein. Avec Gonchar et Onchar qui étaient le même, hein, ça nous avait spécialiste du contre-la-montre. Ciuciu c'est pas mal parce que c'est facile. Zvivtsov. Ah ouais, Zvivtsov. Je vous le laisse, hein, Thierry. Moi je ferai Ciuciu. Et le coureur bélarusse tombé aussi, hein, pas au mieux. Il a un rôle dans les sprints pour Mark Cavendish, il n'est pas au mieux. Donc pour l'instant, il se contente d'un rôle d'équipier qu'il fait très bien. C'est lui déjà hier qui a beaucoup roulé. Hein. L'écart maintenu autour des 4 minutes, on est un peu passé dessous. On est revenu aux 94 km de l'arrivée. Voilà, Ciuciu, Sivtsov. C'est le même. Et je disais qu'il est tombé, la preuve. Le genou porte encore les stigmates, en tout cas un pansement.
Et le coup de droit aussi. Et lui, là, il est en train de se faire un Tour de France parce que hier, il a déjà fait la journée à rouler avec Greg Gabol. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de collègues pour lui prêter main forte. Alors j'espère pour lui que Marc Cavendish, cette fois, démarrera au bon moment son sprint. Et sinon, ses efforts ne seront pas récompensés à leur juste valeur. Effort récompensé pour ceux qui osent. Tiens, là, la belle Claire Pedrono avec l'ardoise. Elle a vraiment un nom morbihanais. Elle a beaucoup de Pedrono. Elle est de Plumelec. Oui. Elle a 25 ans, elle a été championne de Bretagne sur route et sur piste et elle a disputé une grande boucle féminine. Alors voici ce qu'on appelle la rotonde ferroviaire. Et la compagnie des chemins de fer de l'Est avait construit un dépôt ferroviaire ici dans cette localité de Longueville en 1911 et avec sa charpente entièrement en bois, ses murs en briques et ses verrières, eh bien, cette rotonde est l'un des derniers bâtiments de ce type encore debout, on peut dire. Et en 2006, il y a une convention de financement qui est intervenue entre plusieurs sociétés et qui a été signée dans le but de restaurer et de mettre en valeur la rotonde. Aujourd'hui, elle est ouverte au public d'ailleurs et elle accueille un musée ferroviaire. Il y a une importante collection, vous en voyez une ici, elle est belle celle-là, hein, de locomotives à vapeur, de voitures, de wagons de 1850 à 1950. Et elle a été classée ici, cette rotonde ferroviaire, en 1984, monument historique. Elle a été conçue donc en demi-cercle. Lui, il fait la locomotive pour le peloton. C'est un très bon rouleur, Constantin Ciuciu. Stuart Grady, ancien sprinter, sprinte beaucoup moins maintenant, qui a eu pas mal de petits pépins physiques. Quelques belles chutes aussi, vainqueur de Paris-Roubaix, qui a longtemps emporté le maillot du Crédit Agricole. On parlait de Roger Legève. Bon courage, Roger. Et Stuart O'Grady a longtemps habité à Toulouse, désormais dans cette équipe de la Saxo Bank comme capitaine de route, devant le champion du Danemark, Niki Sørensen. Oui, 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 bravo, bravo Espagna, bravo à la Rora, les Espagnols. Pour la première fois dans une Coupe du Monde de football, seront finalistes dimanche soir de la Coupe du Monde inédite, une finale inédite en Coupe du Monde entre les Pays-Bas et l'Espagne. Finale inédite et Jean-Paul, ni les Pays-Bas ni l'Espagne n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Ce sera une grande première pour l'un ou pour l'autre. Ah, tout à fait. Je me souviens des finales de la Hollande, hein, bien sûr, mais jamais ni l'un ni l'autre. Battu en 74, la grande équipe des Pays-Bas de Johan Cruyff, battu par les Allemands du grand Gerd Müller de buts à 1. Ce sera donc la 8e nation à remporter une Coupe du Monde. On peut parler football quand même pendant qu'on regarde passer le Tour de France. Très bien. Ah, on aime le sport, on aime tous les sports sur France Télévisions. Et vous le savez. L'été est chaud, l'été est rempli d'événements parce qu'il y aura les championnats d'Europe d'athlétisme et championnats d'Europe de natation. Andy Schleck, il a été rassuré sur l'état de santé de son frère. Frank Schleck, opéré la nuit dernière, enfin la nuit d'avant, pardon. Et adversaire numéro 1 avec Adélie Vance, si on se réfère au début de ce Tour de France, pour Alberto Contador, peloton étiré mais qui ne va pas très vite, hein. On est dans une moyenne, c'est normal avec la canicule, le profil de l'étape, les enjeux aujourd'hui. Un peloton quand même très étiré. Oui, hein. ça roule quand même, ça roule. Hein. Ouais. Laurent Belay, au milieu des tournesols, c'est joli. Ça, c'est du Maurice Van Hogg aujourd'hui encore. Un tableau de plus à son actif. Laurent Belay, le peloton quand même très étiré alors qu'on est dans une moyenne horaire assez faible. Peloton étiré, mais ce ne sera pas la guerre hein, pour l'instant en tous les cas. Pour une raison bien simple, parce que le maillot jaune n'est pas dans ce peloton. Le maillot jaune s'est arrêté il y a quelques instants. Autre coureur leader du classement général, parmi les leaders du classement général, s'est arrêté. Cadel et Vance sont donc des coureurs qui sont derrière, mais c'est vrai que le peloton a légèrement accéléré. On est là sur une route assez granuleuse, avec l'une des rares pentes de cette étape. Vous voyez tous les coureurs qui sont
en danseuse, mais on emmène quand même un petit peu de braquet. Et l'allure est relativement faible. Hein. Il y a un petit peu de dénivelé. On était à 30 à l'heure à peine au compteur de la moto. Maintenant, eh bien, l'avant du peloton a basculé. Ça va aller un petit peu mieux. Ça va être mieux pour les jambes. Et d'ici quelques instants, eh bien, Fabian Cancellara, je me retourne. Fabian Cancellara, il n'est pas encore là. Il y a Cadel Evans qui est à environ une petite cinquantaine de mètres du peloton. Il rentre dans le peloton Cadel Evans, un peloton étiré, mais pour l'instant, ça n'est pas encore très rapide. Arrêt de Geraint Thomas